Restons dans le cas des batailles, mais on pourrait décliner ça sur bien d'autres domaines. Dans le cadre des batailles, jamais il ne serait venu à l'idée d'un général de l'Antiquité de lancer un combat sans avoir interrogé les grands prêtres, sans avoir essayé de savoir si les auspices étaient de son côté. Et dans la Rome antique, il y avait ceux qu'on appelait les aruspices, qui ouvraient les poulets, vous savez, et qui essayaient, dans les entrailles de poulet, de discerner le sort. Ça faisait partie de la vie. On considérait qu'il y avait des phases positives et des phases négatives. On était en lien avec le monde, avec le cosmos. On essayait de se couler le plus possible dans l'événement. Et c'était aussi important que le geste lui-même. C'était aussi important que le combat au sens matériel. Aujourd'hui, nous ne retenons que la moitié de l'événement, c'est-à-dire le combat matériel, et nous rigolons. Nous prenons très à la légère les entrailles de poulet. Est-ce que pour vous, avec une connaissance approfondie que vous pouvez avoir des mécanismes historiques, est-ce que ces entrailles de poulet ont une incidence, une importance? Est-ce que replacé dans un contexte de l'époque, c'est autre chose qu'une croyance, qu'un simple truc rigolo? Il y a 3 niveaux d'analyse à ce propos. Vous avez d'abord l'utilisation que certains peuvent faire des oracles. C'est-à-dire que, soyons tout à fait honnêtes, il y a eu dans l'Antiquité, et je pense à Octave, qui deviendra l'empereur Auguste, qui en a fait preuve de façon très évidente dans sa lutte contre Antoine, par exemple. Vous avez des généraux qui utilisent les augures, qui utilisent les oracles à des fins politiques et à des fins militaires. Ils manipulent le prêtre, si je puis dire. Ça, c'est incontestable. Si nous montons à un niveau un peu plus élevé, vous avez l'utilisation d'une croyance pour galvaniser les hommes. Il faut envoyer les gens se battre, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, on a des petites pilules. En 1914-18, on faisait boire du pinard aux poilus. Pendant très longtemps, il y avait la croyance. Il y avait la bannière Montjoie-Saint-Denis, la bannière des rois de France. C'était la bannière du lieutenant de Dieu sur terre. C'était le signe qu'on avait Dieu dans son camp. Et puis alors, si on remonte encore plus loin dans les batailles de l'Antiquité, on avait effectivement l'oracle qui avait dit que la victoire était au bout du chemin. Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis alors, et moi, ce qui m'intéresserait peut-être le plus encore, c'est un troisième niveau d'analyse, et ça, c'est carrément passionnant, c'est le caractère magique des êtres et des choses. C'est la dimension quasiment écrite d'un certain nombre d'événements. Est-ce que l'on a une totale liberté? Est-ce que le libre arbitre existe? Est-ce que le général est capable d'infléchir le sort? Ou est-ce que son rôle est simplement d'accompagner le destin? Ça, honnêtement, aucune époque n'a été capable de le dire, et sûrement pas la nôtre. Hein. Sûrement pas la nôtre. C'est vrai que c'est assez frappant dans la destinée de certains grands chefs. Vous aviez eu la gentillesse de nous recevoir avec Michel de Grèce pour le livre que nous avions écrit sur Alexandre le Grand. Et sur cette dimension un peu magique du personnage, c'est vrai que c'est assez troublant de voir des personnes si jeunes endosser un destin qui dépasserait tout homme normalement constitué. Et il y a une dimension... bon, Michel de Grèce est très sensible aussi à cette dimension-là. Il y a presque une dimension magique... je ne sais pas comment la qualifier, du personnage, de sa mère. Voilà, j'ouvrais la bouche pour dire, vous savez que dans le cas d'Alexandre, sa mère était particulièrement ouverte aux questions ésotériques. Elle était en lien avec des prêtres égyptiens, elle passait son temps au milieu des médiums, comme nous dirions nous aujourd'hui. Elle l'a élevé sans doute dans cette idée-là, et je pense qu'Alexandre a toujours eu une vision magique du monde. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce qui l'a le plus séduit dans cet Orient, qu'il ne s'est pas contenté de conquérir, mais qu'il a essayé d'apprivoiser, et dont il a essayé de transmettre les mœurs à un Occident rétif. L'espèce de mélange d'alliance Orient-Occident qui s'est plus ou moins bien effectué sous l'égide d'Alexandre le Grand est très largement lié à la volonté qu'avait ce très grand homme, très grand général, très grand politique, très grand poète, très grand homme tout simplement, cette volonté qu'il avait sans doute de faire entrer la magie dans le monde. Lui était convaincu
du caractère surnaturel d'un certain nombre d'événements. Il savait qu'autour de lui, ses généraux l'étaient beaucoup moins. Il a essayé de leur ouvrir les yeux d'une certaine manière. Il est donc lui-même, à sa manière, et quoique chef d'État, quoique général, il est lui-même, d'une certaine manière, un grand prêtre. Et quand vous parlez de destin, de force du destin, est-ce que vous iriez un peu plus loin en qualifiant ces forces-là d'énergie surnaturelle, enfin de dimension surnaturelle à la réalité, ou c'est un espace dans lequel... Moi qui suis un passionné d'histoire de l'art, j'avais un maître, si je puis dire, puisque je l'ai très peu rencontré physiquement, j'ai surtout lu beaucoup ses livres quand j'étais adolescent, qui est le grand René Huyghe, grand historien de l'art. Et René Huyghe a écrit, entre autres, il a écrit Sens et destin de l'art, il a écrit Dialogue, ça c'est passionnant, Dialogue avec le visible, je dis bien avec le visible. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle Formes et forces. Et il me semble que tous les phénomènes humains, quels qu'ils soient, et ce n'est pas parce qu'ils appartiennent au passé qu'ils ont été magnifiés par un récit, qu'ils sont donc désormais des événements historiques que ça les différencie pour autant, tous les événements humains, tous les événements d'une façon générale, sont une rencontre de formes et de forces. C'est-à-dire que ce sont des champs, en quelque sorte, qui déterminent des énergies. Et moi, je crois vraiment que tout est de cet ordre-là, formes et forces. Quand vous analysez un événement historique, alors prenons, je ne sais pas, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, il y a un contexte, il y a des forces magnétiques quasiment, qui constituent des champs, et puis dans ces formes quasi préétablies viennent jouer des forces, en l'occurrence certains intérêts, certaines volontés politiques qui trouvent à s'investir. Mais vous pouvez analyser n'importe quel événement sous cet angle-là. Et ça nous amène forcément à étudier de très près, à accorder un rôle très important à tout ce qui relève précisément de l'invisible, à tout ce qui relève de l'onde, de l'énergie. Après tout, nous ne sommes que le résultat de croisements d'ondes. Est-ce que vous vous souvenez la première fois dans un questionnement sur un cas historique où vous avez pu vous interroger sur le rôle de quelque chose qui vous échappait, qui n'était pas forcément retranscrit? Oui, je me rappelle que quand j'étais petit, je lisais l'histoire des Ides de Mars, c'est-à-dire l'assassinat de Jules César à la mi-mars 44 avant notre ère. C'est un grand événement. Quand vous étiez petit, vous lisiez ça? Enfin, quand j'étais petit, j'avais 11 ans, 10, 11 ans. Ah oui, oui, ça me passionnait tout ça. Vous savez, moi, à 11 ans, je passais mes mercredis après-midi à recopier des registres aux archives départementales. J'étais quand même un peu fêlé, je peux dire. C'est d'ailleurs, quand je vois maintenant mon neveu qui va avoir 11 ans, je vois ce petit garçon qui joue à toutes sortes de choses et tout, je me dis, mais c'est pas possible qu'au même âge, moi, je passais mon temps dans les archives. Il y a quand même un côté un peu bizarre. Enfin, ça, c'est de l'histoire personnelle, c'est pas très passionnant, mais parfois je me pose la question, c'est vrai. Bref, quand je lisais cette histoire des Ides de Mars, je lisais que le matin même où il doit se rendre au Sénat, César est assailli de gens qui lui disent « César, n'y va pas, les oracles sont très mauvais » et sa femme a rêvé de son assassinat. Et sa femme, en pleurs, lui dit « César, ne va pas au Sénat, je t'ai vu en sang, je t'ai vu... » Bon, et je me suis dit, comment? Et alors évidemment, est-ce que les historiens antiques qui nous relatent cet événement ont vu la vérité et ont dit la vérité? Mais en tout cas, moi, ça me frappait parce que je prenais ça à l'époque pour argent comptant et je me disais donc, il y a bien quelqu'un qui a vu, sa propre épouse, a vu avant l'accomplissement de l'événement, avant que les choses ne se passent, elle les a vues d'une certaine manière. Ça me frappait par exemple. Et j'avais l'impression que César était allé au sacrifice parce que César avait un grand respect pour les oracles. Il ne faisait jamais rien sans consulter les grands prêtres. Et là, le fait qu'on lui ait dit qu'il allait mourir ne l'a pas retenu sur le chemin. Il y est allé quand même, comme s'il se livrait à ses ennemis et comme si d'une certaine manière il se suicidait. Vous avez un exemple beaucoup plus récent, mais qui fait beaucoup penser à ça, c'est la mort d'Henri IV. Henri IV meurt donc le 14 mai 1610. Entre parenthèses, la Gazette de Prague l'annonce le 12 mai.
chercher l'erreur. Il y avait quand même bien il y avait un faisceau là qui se préparait. Et on dit au roi, vous allez mourir. Et un certain nombre des mages qui entourent son épouse Marie de Médicis lui disent, ne montez pas dans ce nouvel engin qu'on appelle un carrosse. Ne traversez pas Paris en ce moment. Attention, vous êtes en danger. Tout le monde sait que le roi va mourir. Le roi le sait, il monte quand même dans le carrosse et il court se livrer au bras de Ravaillac. Quand même étrange, ça.